Le premier ministre Mark Carney est arrivé à Londres hier pour participer au sommet mondial pour l'action et le progrès. C'est son troisième voyage à l'étranger en une semaine. Alors, pour parler de ce voyage et d'autres nouvelles qui ont fait les manchettes, je retrouve les analystes Sandra Aubé, vice-présidente Affaires fédérales chez TACT et ex-chef de cabinet de la ministre Joly, Rodolphe Hosny, ancien conseiller politique du gouvernement Harper, et Christian Michaud, ex-député bloquiste en Avignon, la Métis-Matane, Matapédia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Alors, le premier ministre Carney se fait reprocher ses voyages par ses adversaires. Rodolphe, est-ce que les voyages de M. Carney donnent les résultats escomptés selon vous? Ben, écoutez, je pense que c'est quand même important. J'étais de ceux qui disaient que le premier ministre devait aller au Mexique et il est allé. Donc, je le félicite pour avoir été au Mexique parce qu'on doit avoir un lien. Et vous savez, je pense que M. Carney a jusqu'à Noël pour montrer des résultats. Oui, il doit engager, c'est quand même un nouveau premier ministre sur la scène internationale. Mais c'est sûr que ça fait un peu l'image que la joute parlementaire ne l'intéresse pas. Donc, c'est normal que ses adversaires politiques le soulignent. Mais je pense que c'est quand même important. J'ai fait, moi, partie d'un gouvernement. Je pense que j'ai fait plus de 55 visites internationales. Donc, je serais mal placé pour le critiquer. Sandra, vous avez été chef de cabinet de Mélanie Joly. On pourrait croire quand même que Mark Carney est en train de devenir le véritable ministre des Affaires étrangères. Quel danger voyez-vous qu'il passe peut-être trop de temps à l'étranger malgré la crise tarifaire? Comme premier ministre, c'est vraiment l'ambassadeur et celui qui donne l'impulsion au niveau des affaires étrangères. Il faut se rappeler que M. Carney a fait campagne en disant qu'il allait être la personne qui est la mieux placée pour faire pivoter notre économie, pour avoir une économie forte. Puis ça, mais ça passe par la diversification des relations du Canada à l'international. Je pense que s'il n'était pas en train de faire ce travail-là, on lui reprocherait. Certainement, ça enlève des munitions aux gens qui aimeraient ça, faire peut-être avoir une joute parlementaire avec lui à Ottawa, mais on doit diversifier. Il y a des défis qui sont importants. Il fait ce travail-là. Par contre, je pense que son gouvernement pourrait faire un meilleur travail à communiquer en amont et en aval de ces décisions-là et de ces voyages-là. Quand même, Christina, en entrevue, Pierre Paulus, le conservateur, a dit hier, et je cite, « Je pense que Mark Carney s'imagine en chef d'entreprise qui peut voyager à travers le monde avec son jet privé, mais ce qui se passe au Parlement, ça ne l'intéresse pas vraiment. » Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est sûr que de voyager pendant les semaines parlementaires, pendant la rentrée parlementaire qui est assez importante, ça projette l'image justement que ça ne l'intéresse pas du tout ce qui se passe au Parlement, les travaux parlementaires. Et par respect pour les parlementaires et ces travaux-là, justement, peut-être que le premier ministre pourrait voyager pendant les semaines non parlementaires. Je sais qu'il n'y en a pas énormément cet automne, mais c'est tellement important pour un premier ministre et surtout un premier nouveau ministre, un nouveau premier ministre d'aller à l'étranger, d'aller rencontrer ses homologues. Le Canada est quand même un pays du G7. Il faut que le premier ministre fasse des affaires internationales. C'est pas que la job du ministre des Affaires étrangères. Alors, pour moi, c'est tout à fait normal que le premier ministre Carney fasse ce qu'il fait en ce moment. Et l'ONU, qui l'a fait plus tôt cette semaine, il faut dire, c'est un incontournable. Et le contexte géopolitique demande à ce qu'on soit présent aussi sur la scène internationale. Alors, c'est facile pour les conservateurs, évidemment, de critiquer ça. N'importe quelle opposition, je pense, le ferait. Mais c'est pas vrai qu'un gouvernement et un premier ministre conservateur ne voyageraient pas du tout. Alors, c'était facile, je pense, d'envoyer des petites pointes, mais comme on l'a dit, s'il ne voyageait pas, il se ferait reprocher de ne pas le faire. Parlons maintenant de Post Canada. Le ministre Joël Lightbound a annoncé évidemment une grande réforme. Le syndicat a répondu en déclenchant une grève générale. Rodolphe, Post Canada perd 10 millions de dollars par jour. Est-ce que vous croyez que la réforme soit encore possible à ce stade-ci? Oui, je pense que la réforme est encore possible. La réforme, elle avait déjà été annoncée sous un gouvernement conservateur. Ça avait été renversé par Justin Trudeau, donc on revient à la case départ. Mais actuellement, puis j'ai entendu Paul Arcand, l'animateur, le dire ce matin, je pense que c'est le meilleur terme. La position du syndicat, c'est de l'aide syndicale à mourir qu'ils sont en train de faire en déclenchant comme ça une grève à Post Canada. Post Canada doit se réformer. C'est pas normal comme ça d'avoir perdu autant d'argent et c'est une réforme qui est arrivée trop peu, trop tard. En 2013, elle avait été annoncée par le gouvernement Harper. Elle n'aurait jamais dû être renversée. Sandra, Mark Carney pourrait-il quand même payer un prix politique pour la fin du courrier à domicile? Est-ce que vous y croyez peut-être? Je pense que quand on entend Oui, allez-y. Oui, mais je pense que quand on entend quelque chose comme des pertes de 10 millions de dollars par jour, moi, je verrais un prix politique à continuer
à aller de l'avant avec les choses comme ça. C'est inacceptable. Donc oui, il y a des mesures qui s'imposent. Ça va vouloir dire du changement. Le changement, c'est souvent difficile à traverser, donc il va falloir naviguer ces eaux troubles-là. Mais je pense que d'aller de l'avant avec une réforme, puis on ne parle pas juste de petites mesures ici à gauche ou à droite, il doit y avoir une réforme, un changement de cap majeur pour que Post Canada continue d'exister. Ça doit absolument aller de l'avant. Mais on n'est plus en 2015, là, où on se rappelle de M. Coder qui avait détruit une dalle de béton avec un marteau-piqueur. On n'est plus là, hein, comme les factures, le courrier, tout ça. Là, on vit à l'ère numérique. Il y a énormément de compagnies aussi qui ont émergé. Il y a eu différentes grèves. C'est pas une situation facile. Post Canada l'a pas eu facile, puis il faut s'adapter. Christina, est-ce qu'on se dirige vers un arbitrage exécutoire entre les deux parties forcé par le gouvernement, d'ailleurs comme dans le dossier des agents de bord, et quelles conséquences pourrait-il y avoir pour le gouvernement Carney? Il faut dire que le gouvernement est jamais très fan des grèves des fonctionnaires et on peut comprendre. En même temps, le syndicat semble s'être fait jeter ça dans le visage sans trop de préavis. En plus, ils sont en négociation depuis plus de 20 mois. Alors, clairement, la négociation n'est pas au top entre le syndicat et le nouveau ministre et entre le gouvernement. Alors, cette réforme-là, comme on l'a dit, elle est nécessaire. Elle aurait dû avoir lieu depuis bien longtemps et 10 millions de pertes de dollars par jour, c'est inacceptable. Alors, il faut aller de l'avant avec ça, mais en même temps, je pense pas que les citoyens soient d'accord avec un retour au travail forcé ou un règlement qui est forcé par le gouvernement. Alors, la communication entre les deux parties devra être meilleure pour que, justement, on puisse trouver des solutions et aller de l'avant assez rapidement avec cette réforme-là parce que, Sandra l'a dit, on est à l'ère numérique et Post Canada doit se conformer. La controverse de la semaine, quand même, ça a été l'affaire Gary Anandasangari sur le programme de rachat des armes à feu. Enregistré à son insu, il a dit que les polices municipales manquaient de moyens pour l'appliquer et que les pressions venaient en fait du Québec. Rodolphe, est-ce qu'on doit s'attendre quand même à la démission du ministre, vous croyez? Je ne crois pas qu'il va démissionner, mais je crois que lorsqu'il y aura un remaniement ministériel du premier ministre Carney, qu'il ne sera plus sur les rangs. Un ministre comme ça on sait qu'il ne croit pas en la propre politique qu'il doit mettre de l'avant. Ça veut dire, c'est quand même extraordinaire d'avoir un ministre qui a dit, normalement, on ne le dit pas. Premièrement, on a ce qu'on appelle la solidarité ministérielle. Et deuxièmement, si on sait maintenant qu'il ne croit pas en sa politique et même qu'il dit que les municipalités n'ont pas les moyens, les corps policiers n'ont pas les moyens pour appliquer cette politique, ça ne donne pas un ministre très crédible et très sérieux. Et Sandra, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de la nouvelle députée libérale, Nathalie Provost, évidemment survivante de Polytechnique, à cette controverse? Je pense qu'elle manifeste quand même justement de la solidarité avec son collègue. C'est une patate chaude. C'est un élément éminemment inconfortable. On sait évidemment que Mme Provost, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à cette cause-là. Alors, pour elle, elle a fait énormément de représentations. Donc, c'est certainement quelque chose de très difficile à vivre et à devoir négocier. Pour le gouvernement, pour M. Carney, on sait que ce n'est pas quelqu'un d'extrêmement patient avec ce genre de choses-là. Il ne volera pas au secours de son ministre indéfiniment. Je suis d'accord avec Rodolphe. Lorsqu'il y a un remaniement à moins d'un miracle, c'est une patate chaude qu'on viendra écarter. Et Christina, selon vous, est-ce que le ministre Anandasangari a encore la crédibilité nécessaire pour pouvoir rester en poste? Je pense que oui, c'est peut-être une petite bourde de sa part, mais ça montre toutes les failles du programme. Et je veux revenir sur la réponse de Mme Provost. Il faut dire qu'elle entre rapidement dans le moule libéral en défendant le ministre, en défendant le programme. Mais je trouvais ça un petit peu ironique et Mme Provost a tout mon respect. Là, j'ai travaillé de près avec elle dans les dernières années. Elle était porte-parole pour Poly se souvient. Et il y a à peu près un an, jour pour jour, elle disait que ce programme-là était un gaspillage de fonds publics, rien de moins. Que le programme couvrait pas toutes les armes à feu de style militaire. Alors, elle disait, pour que ce soit efficace, il faudrait que toutes les armes de ce style-là soient bannies parce que là, une personne peut prendre l'argent du gouvernement pour remettre son arme et aller se racheter une arme à feu qui est équivalente, qui est toujours sur le marché. Alors, ça démontre toutes les failles du programme, encore une fois. Un peu, ça enlève la crédibilité au ministre aussi. Alors, ce sera à voir. Moi, si j'étais les conservateurs ou le Bloc québécois, je continuerais de mettre de la pression sur le ministre de la Sécurité publique sur ce dossier-là, qui est très épineux et une patate chaude, là, comme le disait Sandra.
Et en terminant, puisqu'il nous reste seulement 2 minutes, la Coalition Avenir Québec tient son congrès annuel aujourd'hui à Gatineau. Rien ne va plus pour le parti et pour le premier ministre Legault. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé en grande pompe que les fonctionnaires du gouvernement québécois ne pourront plus adopter l'écriture dite inclusive, dont les IL et les TUST, dans leur communication. Rodolphe, comment est-ce que vous interprétez cette décision de la CAQ? Ben, il faudra beaucoup plus de politique ou en tout cas de mesures pour que la CAQ essaye de remonter dans les sondages. Je pense que c'était une bonne mesure, mais c'est qu'une goutte d'eau dans le nombre de problématiques. On l'a encore vu aujourd'hui, je pense, avec plus de 200 milliards de dollars de perdus dans une autre usine. Donc, je crois qu'un narratif économique qui fait très mal à la CAQ essaye de se repositionner sur la justice, puis avec, par exemple, quelques mesures, mais là, pour l'instant, je pense pas que c'est ça qui va faire sauver ce gouvernement, cette mesure, malgré le fait que j'applaudis cette mesure. Et Sandra, est-ce que vous croyez que c'est un geste de diversion en pleine commission d'enquête sur sa clique? Bien, à ma connaissance, il n'y a personne qui était en train de se déchirer la chemise sur le dos pour demander ce type de changement-là. C'est pas quelque chose qui semblait être une priorité. Donc, c'est une décision qui est prise par le gouvernement. Pourquoi? Bonne question. Quand on est en politique, les stratèges disent souvent si tu n'aimes pas le narratif, change-le. Pour moi, c'est très probablement une démonstration de ça. Et Christina, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je m'explique mal cette décision-là. En toute honnêteté, je vois pas qui ça dérangeait. L'écriture inclusive, c'est un type d'écriture qui est de plus en plus utilisé. Décidément, la CAQ se fera pas aimer davantage des woke, des jeunes et des gauchistes ou des personnes qui utilisent ce type d'écriture-là. Alors, de l'enlever carrément des communications de l'État, je trouve ça un peu bizarre. Je pense pas que personne était contre ça. Alors, peut-être qu'on veut faire diversion, je sais pas. Moi, je l'utilise personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Alors, d'empêcher l'utilisation, je trouve ça un peu bizarre à ce stade-ci. J'avais pas entendu parler de gens qui étaient contre cette mesure-là ou quoi que ce soit. Alors, à suivre, est-ce que ce sera suffisant pour faire diversion? Peut-être que oui, mais assurément pas, à mon avis. On verra bien la suite. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Merci. Merci.